Ma femme m'a remis les papiers du divorce au travail. Mon patron se tenait derrière elle, souriant. Aucun des deux ne savait que je venais d'hériter de 470 millions d'euros. Cela incluait une participation majoritaire dans l'entreprise qu'il dirigeait. J'ai signé les papiers. 90 jours plus tard, je suis entré dans la salle du conseil en tant que président. Ils ont pâli. Le distributeur automatique a pris mes 4 € et ne m'a rien rendu. C'est le détail auquel je reviens sans cesse. Pas la lumière fluorescente au-dessus de la B3 qui clignotait depuis 6 semaines parce que Craig Danton refusait de signer une demande d'entretien. Pas l'odeur des gaz d'échappement diesel et du nettoyant industriel imprégné dans les murs de la salle de pause si profondément que l'on cessait de la remarquer après le premier mois. Pas le fait que mes bottes à embout d'acier étaient trempées quelque part autour de leur set d'un service de 9 heures, ni que le bas de mon dos déposait des plaintes formelles depuis midi. C'était la machine. 4 € perdus. Un code d'erreur clignotant là où un sandwich aurait dû se trouver. C'est votre journée résumée en une transaction, Franck. 4 € et rien pour le prouver. Je me tenais là, fixant ce code d'erreur, essayant de décider si j'avais l'énergie de trouver le gestionnaire de l'immeuble pour demander un remboursement. Lorsque la porte de la salle de pause s'est ouverte derrière moi, j'ai d'abord entendu les talons, le rythme aigu et spécifique de chaussures chères sur du linoléum bon marché. Sandra ne possédait pas de telles chaussures il y a 3 mois. Je connaissais chaque paire qu'elle possédait. Je les connaissais par le son qu'elle faisait, l'endroit où elle les rangeait, combien elles avaient coûté et lesquelles elle avait achetées en solde au magasin Discount Warehouse sur la route de Canwood. Les chaussures que j'ai entendues traverser le sol de la salle de pause n'appartenaient pas à cet inventaire. Je me suis retourné lentement. Elle portait un blazer gris que je ne reconnaissais pas. Ses cheveux étaient coiffés comme elle le faisait pour les grands événements, pas pour un mardi. L'enveloppe en papier craft dans sa main gauche était épaisse. Son visage affichait ce genre spécifique de calme qui n'est pas du tout paisible. C'est le calme d'une décision qui a déjà été prise, répétée et assumée. Le calme d'une femme qui s'était préparée pour ce moment depuis plus longtemps que je ne savais qu'il arrivait. Elle n'était pas venue seule. Derrière elle, une main appuyée contre le cadre de la porte de la salle de pause, posant comme pour une couverture de magazine, se trouvait Craig Danton. Craig dirigeait les opérations de Harwick Distribution. L'entreprise pour laquelle je travaillais depuis près de 11 ans. Il avait 51 ans, bien habillé de cette manière particulière qui communique l'argent sans pour autant avoir du goût. Et il avait passé 3 ans à me donner le genre de gestion qui ressemblait moins à du leadership et plus à une humiliation soutenue de bas niveau. Le vol passif de mérite, l'exclusion stratégique des réunions où des décisions étaient prises concernant le travail que j'avais produit. Le mot mon pote prononcé avec ce ton particulier qui ne signifie rien mais qui, d'une certaine manière, laisse quand même une trace. 3 ans de cela. 3 ans à me dire que la patience était une stratégie. Il se tenait dans ma salle de pause derrière ma femme, souriant. Ne fais rien de bruyant. Pas ici. Pas maintenant. Sandra a fait glisser l'enveloppe sur la table de la salle de pause, de la même manière que l'on pousse un reçu vers un caissier. Franck. Sa voix était égale. Nous devons faire cela aujourd'hui. J'ai regardé l'enveloppe. Je l'ai regardée à nouveau. Faire quoi? Elle a croisé les bras. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai ouvert l'enveloppe. Demande de dissolution du mariage. Mon nom complet en haut. Le sceau du comté. Une date. La date était il y a 2 semaines. Elle portait cela depuis 2 semaines. La salle de pause était devenue très silencieuse. 2 de mes collègues près de la station de café avaient développé un intérêt soudain et urgent pour leur téléphone. Pétacre, qui avait travaillé sur le quai de chargement avec moi pendant 6 ans et qui était ce qui se rapprochait le plus d'un ami au travail, fixait les carreaux du sol avec la concentration focalisée d'un homme essayant de s'extraire physiquement d'une situation sans bouger les pieds. Craig n'avait pas bougé de l'encadrement de la porte. « Tu fais cela ici, ai-je dit. Ce n'était pas une question. J'avais besoin que tu le reçoives en main propre. » Sandra a jeté un bref regard à Craig, puis est revenue vers moi. « Tu as l'habitude d'éviter les choses que tu ne veux pas affronter. Voilà. Je veux savoir quand cela a commencé. » J'ai gardé ma voix égale. Basse. La façon dont on parle quand on sait que l'élevé sera utilisé contre soi. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de cela.
Alors, de quoi s'agit-il, Sandra? Elle a expiré lentement, comme si elle avait également pratiqué cette expiration. Il s'agit du fait que tu travailles 70 heures par semaine et que nous ne pouvons toujours pas prendre de vraies vacances. Il s'agit du fait que chaque conversation sur l'argent se termine par toi me disant d'être patiente. Il s'agit du fait que j'ai 47 ans et que j'attends toujours la vie que j'étais censé avoir. Sa voix était ferme, mais je pouvais en entendre les limites. J'ai fini d'attendre, Frank. Craig s'est détaché du cadre de la porte, a lissé sa veste, n'a absolument rien dit, ce qui était d'une certaine manière la chose la plus bruyante dans la pièce. Tu me quittes pour lui? Ce n'était pas une question. Elle n'a pas bronché. Pas un seul muscle de son visage n'a bougé. Je pars parce que je mérite plus que cela. Elle avait aussi pratiqué celle-là. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai regardé Craig. Il a croisé mon regard avec cette expression particulière qu'il utilisait lors des réunions quand il savait quelque chose que vous ignoriez. Une neutralité étudiée qui n'était en réalité qu'une confiance portant un masque, comme s'il avait déjà fait les calculs et qu'il appréciait sa position. J'ai baissé les yeux vers la demande, puis j'ai fait la dernière chose à laquelle il s'attendait. J'ai pris un stylo sur la table, je suis passé à la page de signature et je l'ai signé. Sandra a cligné des yeux. Cela l'a prise au dépourvu. Elle était prête pour une scène. Elle avait amené Craig comme témoin et peut-être comme tampon et peut-être, pour être honnête, comme une déclaration. Elle n'était pas prête à ce que je signe simplement en silence, sans théâtralité. Je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. Demande à ton avocat de le déposer quand tu seras prête. Je me suis dirigé vers le distributeur automatique, j'ai appuyé sur le retour de pièces une fois de plus, à tout hasard pour récupérer mes 4 €. Il ne l'a pas fait. J'ai pris mon sac sur le banc près des casiers. Frank, a commencé Sandra. J'espère que tu as obtenu ce que tu voulais. J'ai regardé Craig une dernière fois. Vous deux. Je suis sorti de la salle de pause, j'ai traversé le sol de l'entrepôt, j'ai dépassé la lumière clignotante au-dessus de la baie 3, je suis sorti par le quai de chargement, et je suis arrivé sur le parking où l'air d'octobre a frappé mon visage, froid. Propre et complètement indifférent à tout ce qui venait de se passer. Je me suis assis dans mon camion pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. Quelque part, tu le savais. Tu ne voulais simplement pas avoir raison. J'ai conduit jusqu'à la maison sur l'avenue Glenway dans le quartier de West Price Hill à Cincinnati, où nous avions vécu pendant 16 ans. Une maison coloniale à 2 étages avec un porche couvert, une chaudière qui avait besoin d'être remplacée, et une cour arrière où Sandra avait toujours voulu installer une terrasse sans jamais vraiment en trouver le temps. Car il y avait toujours quelque chose de plus urgent qui dévorait le compte d'épargne. La maison était silencieuse de la manière dont les maisons deviennent silencieuses lorsque la moitié de la vie de quelqu'un en a été retirée. Son placard était aux 2 tiers vide. L'étagère de la salle de bain de son côté était vidée jusqu'au carrelage, à l'exception d'un flacon fissuré de lotion pour les mains dont elle s'était toujours plainte, et d'un unique élastique à cheveux noirs qu'elle avait oublié, le genre qui se vend par sachet de 50 pour 2 €. La seule chose qu'elle avait laissée derrière elle et qui ne faisait pas partie du plan. J'ai préparé du café. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai fixé une pile de courriers non ouverts que j'ignorais depuis près de 3 semaines. Et puis, parce que je n'avais nulle part où être, plus rien à perdre, 4 € qu'une machine m'avait volé, et plus aucune patience pour tout cela, j'ai ouvert le courrier. Des factures, un avis pour l'eau, un rappel dentaire, un relevé de carte de crédit pour lequel je n'étais pas émotionnellement préparé. Et puis, près du fond de la pile, une épaisse enveloppe de couleur crème, en papier lourd, avec mon nom légal complet imprimé sur le devant dans une police à empattement qui donnait l'impression d'être facturé à la lettre. Frank Raymond Holloway, un nom que je n'utilisais presque jamais, un nom qui vivait sur mon acte de naissance, sur mes papiers de libération militaire et nulle part ailleurs. L'adresse de retour était celle d'un cabinet d'avocats en centre-ville, rue Haye, dans le quartier de Fountain Square. Le genre d'adresse qui signifiait de l'argent et des décisions prises dans des pièces avec vue. Probablement des dettes. Quelque chose que ma mère avait laissé derrière elle et que personne n'avait jamais retrouvé. J'ai failli la jeter dans la pile de recyclage. J'ai failli l'empiler sous la facture d'eau et m'en occuper plus tard. La façon dont je gérais tout ce pourquoi je n'avais pas la bande passante mentale. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte. Par habitude, peut-être.
Ou l'épuisement particulier d'une journée qui avait déjà pris tout ce qu'elle pouvait prendre et qui m'avait laissé sans rien à protéger. La lettre provenait d'un avocat nommé Gérald March. 3 paragraphes. Un langage formel. Une demande pour que je contacte le cabinet dans les plus brefs délais concernant la succession de Raymond Holloway. Mon oncle, un homme que j'avais rencontré exactement une fois aux funérailles de ma mère il y a 22 ans. Un costume sombre, une poignée de main ferme. Il a pressé une carte de visite dans ma paume et une enveloppe dans la poche de ma veste et a dit avec la brièveté spécifique de quelqu'un qui communique en résultat plutôt qu'en mots, utilise cela à bon escient. L'enveloppe contenait 5 000 € en espèces et un mot sans explication. Puis plus rien pendant 22 ans. Rien. Il est mort. Et apparemment, il s'est souvenu de moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je me suis allongé dans un lit qui semblait architecturalement faux maintenant qu'il n'était occupé que d'un seul côté, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à un homme que je connaissais à peine, qui m'avait remis 5 000 € au bord de la tombe de ma mère, puis avait disparu pendant 2 décennies. J'ai appelé le bureau de Gérald March le lendemain matin à 8h15. Il a répondu lui-même. Monsieur Holloway, a-t-il dit, merci d'avoir appelé. Pouvez-vous venir? Quand? Aujourd'hui si possible. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Je peux être là vers 10h, ai-je dit. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, cela aide vraiment si vous appuyez sur ce bouton j'aime et vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner tout cela. Alors, merci, pour de vrai. Le bureau de Gérald March se trouvait à l'étage 14 d'un immeuble sur la rue East Fifth, à 2 pâtés de maisons de Fountain Square, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue sur la rivière Ohio par temps clair. Le genre de bureau qui existe pour communiquer, avant même que quiconque ne prononce un seul mot, que les gens qui y travaillent ne sont pas impressionnés par grand-chose. La réceptionniste m'a offert un café avant que je n'ai fini de donner mon nom. Du vrai café, pas la variété institutionnelle en pot brûlé que je buvais sur une plaque chauffante d'entrepôt depuis 11 ans. Gérald March s'est levé quand je suis entré dans la salle de conférence. Il s'est vraiment levé, pas ce demi-levé superficiel que les gens font lors des réunions quand ils ne sont pas sûrs de votre importance. Il s'est levé de la manière dont on se lève pour quelqu'un dont on respecte le temps. Il avait dans les 60 ans, les cheveux argentés, le genre d'avocat qui avait passé suffisamment de décennies dans des pièces pleines d'argent compliquées pour développer le calme spécifique de quelqu'un qui ne sursaute pas facilement. Monsieur Holloway. Il a tendu la main. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis assis, toujours dans ma veste de travail rigide, sentant encore faiblement le diesel et le nettoyant industriel parce que je n'étais pas rentré chez moi pour me changer. J'ai senti la distance entre moi et la chaise en cuir, les boiseries en noyer, et le verre d'eau intact devant moi, et j'ai laissé cette distance s'installer sans essayer de la réduire. Votre oncle est décédé il y a environ 3 semaines, a dit Gérald. Raymond Holloway. Il avait 78 ans. Je le connaissais à peine, ai-je dit. Il en savait assez sur vous. Gérald a fait glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert. Des relevés de comptes, des documents de fiducie, des tableaux de capitaux propres, des pages de chiffres disposées en colonnes sur lesquelles mes yeux glissaient sans cesse parce qu'ils étaient trop grands pour prendre la bonne forme dans ma tête. Votre oncle a passé 40 ans à construire un portefeuille d'investissement privé, a dit Gérald. Sa voix était égale et sans hâte. La façon dont on parle quand on a déjà livré ce genre d'informations auparavant, et que l'on a appris que le rythme compte plus que le volume. Des acquisitions technologiques précoces, de l'immobilier industriel, des positions en action au niveau du conseil d'administration dans plusieurs sociétés de portefeuille de taille moyenne. Il a fait une pause. Au moment de son décès, la succession était évaluée à environ 470 millions d'euros. J'ai posé le dossier. Pas de manière dramatique, pas avec un poids particulier. Je l'ai juste posé sur la table et j'ai regardé l'homme en face de moi. Il y a une erreur. Il n'y en a pas. L'expression de Gérald n'a pas changé. Vous êtes son seul héritier, monsieur Holloway. Il n'avait pas d'enfant, pas de conjoint survivant. Il a clairement exprimé ses intentions dans des documents exécutés il y a 14 ans et mis à jour 2 fois depuis. Vous avez toujours été le bénéficiaire. 470 millions d'euros. Hier matin, je me rationnais à un repas par service pour éviter de toucher au compte d'épargne. Hier après-midi,
ma femme m'avait remis les papiers du divorce dans une salle de pause pendant que mon patron se tenait derrière elle comme un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et maintenant, un inconnu en costume sur mesure me disait que j'avais hérité de plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 4 vies. Je suis resté très immobile. Dites quelque chose. J'ai besoin que vous me détailliez les actifs, ai-je dit finalement. Tous. Gérald a hoché la tête comme si c'était exactement la bonne réponse. Il a tiré un deuxième dossier de la pile. Parmi les actifs hérités, a-t-il dit en tournant à une page spécifique et en la faisant glisser vers moi, se trouve une participation majoritaire, il a tapoté le document, dans la société mère de Harwick Distribution. J'ai regardé le nom sur la page, Harwick Group Holdings. Je connaissais ce nom. Chaque employé de Harwick Distribution connaissait ce nom de la même manière vague et théorique dont on connaît le nom du pays qui fabrique notre téléphone. Cela existait quelque part au-dessus de vous. Abstrait et non pertinent pour le travail réel que vous faisiez chaque jour. C'était la société de portefeuille, l'entité au sommet de l'organigramme à laquelle personne dans l'entrepôt ne pensait jamais parce qu'elle était trop éloignée de tout ce qui touchait réellement notre quotidien. L'entité qui possédait le bâtiment dans lequel je travaillais. L'entité sur laquelle toute la carrière de Craig Danton était construite. L'entité qui, selon le document devant moi, appartenait maintenant à Frank Raymond Holloway. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Gérald a attendu. Il était doué pour attendre. Majoritaire à quel point, ai-je demandé. 63%. 63%. J'ai pensé à Craig Danton dans l'encadrement de cette porte. Ce sourire particulier, la veste chère drapée juste comme il faut. 3 ans de mon pote prononcé sur un ton qui ne signifiait rien. Sandra avait quitté un ouvrier d'entrepôt. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'abandonner l'homme qui possédait tout ce sur quoi son nouveau partenaire s'était jamais appuyé. J'ai fermé le dossier. Gérald, ai-je dit, je vais avoir besoin de 90 jours. La première chose que j'ai faite a été de ne rien faire. Cela surprend les gens quand je leur dis cela, ils veulent que l'histoire avance immédiatement. Ils veulent que le moment de la découverte se lance directement dans l'action, dans la confrontation, dans la mécanique satisfaisante d'un renversement mis en mouvement. Et je comprends cette impulsion. Je l'ai ressenti aussi, assis dans la salle de conférence de Gérald avec le dossier fermé devant moi, la rivière Ohio visible par la fenêtre, et ma vie entière réarrangée dans une forme pour laquelle je n'avais pas encore de nom. Mais j'avais passé 11 ans à apprendre ce qui se passait quand des hommes comme Craig Danton agissaient vite. Ils faisaient du bruit. Ils laissaient des traces. Ils confondaient l'urgence avec le pouvoir et la vitesse avec l'intelligence. Et puis ils passaient les 3 mois suivants à nettoyer les débris de leur propre élan. Je n'allais pas faire cette erreur. Vous possédez 63% de tout ce qu'il a jamais construit. Vous pouvez vous permettre d'être patient. J'ai conduit jusqu'à la maison sur l'avenue Glenway. J'ai préparé le dîner. Des œufs et des toasts, le repas par défaut de célibataire vers lequel j'avais déjà commencé à revenir. Et je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai réfléchi, pas à Sandra, pas à Craig, pas au nombre dans ce dossier, qui ressemblait encore à un chiffre d'un pays que je n'avais jamais visité. J'ai pensé à mon oncle Raymond Holloway, un homme qui s'était présenté aux funérailles de ma mère dans un costume sombre, avait pressé une poignée d'argent liquide dans mes mains, puis avait disparu pendant 22 ans sans explication. J'avais dépensé exactement 0 énergie émotionnelle pour lui dans l'intervalle. On ne pleure pas ce que l'on n'a jamais eu. Mais assis à cette table de cuisine dans une maison à moitié vide, je me suis surpris à me demander ce qu'il avait observé pendant tout ce temps, s'il avait seulement observé. Il en savait assez sur vous. C'était ce que Gérald avait dit. Et je n'arrêtais pas d'y repenser, car qu'est-ce que Raymond avait su exactement? Il m'avait vu à des funérailles quand j'avais 30 ans. Il avait envoyé 5000 € et un mot sans explication. Et puis, apparemment, il avait passé 14 ans à prendre des dispositions légales pour me léguer l'intégralité de sa succession. Que voit un homme en un autre homme pour le rendre certain à travers des décennies, la distance et le silence? Je n'avais pas de réponse, mais j'y ai réfléchi longtemps dans le calme d'une maison qui était devenue très honnête, très rapidement. Le lendemain matin, je suis retourné au travail. Petacre m'a rejoint à la porte du vestiaire avec l'expression d'un homme qui avait assisté à une catastrophe naturelle et qui n'était pas sûr que le survivant veuille en discuter. Frank. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu n'es pas obligé d'être là. Je sais que Craig a été. Il s'est arrêté, a recalibré.
L'ambiance là-dedans est bizarre. Quand ne laisse-t-elle pas? J'ai fait mon service. J'ai répondu aux courriers électroniques. J'ai traité l'inventaire. J'ai interagi avec Craig Danton exactement de la même manière que je l'avais toujours fait, avec la neutralité professionnelle mesurée d'un homme qui connaissait sa place dans la structure organisationnelle et l'acceptait sans se plaindre. Craig ne m'a pas évité. Il était trop confiant pour l'évitement. Il m'a fait le même demi-sourire qu'il me faisait toujours. Et une fois, en passant dans le couloir à l'extérieur du quai de chargement, il m'a pressé l'épaule dans un geste qui était censé communiquer de la sympathie, mais qui communiquait en réalité quelque chose de plus proche du triomphe. Continue de sourire, Craig. Il te reste 90 jours de cela. J'ai appelé Gérald depuis le parking ce soir-là. Je veux l'audit complet. L'audit complet du groupe Harwick. Tout. Chaque division, chaque contrat, chaque relation fournisseur, chaque résolution du conseil d'administration remontant à 5 ans. Je veux que les installations physiques soient inspectées, que les dossiers des ressources humaines soient examinés, que la documentation sur la conformité en matière de sécurité soit extraite. Une pause. C'est une entreprise considérable. Je sais. Commencez lundi. L'audit a été mené par une société indépendante que Gérald a engagée. Ils ont opéré discrètement au niveau de la société de portefeuille, ce qui signifiait que les équipes opérationnelles, y compris Craig Danton, n'avaient aucun moyen de savoir que cela se produisait. Du point de vue de Craig, les processus d'examen trimestriel se poursuivaient normalement. Du mien, je lisais des états financiers sous serment chaque soir à la table de la cuisine, qui commençait à accumuler un second usage. Ce que nous avons trouvé n'était pas surprenant. C'était la chose qui est restée avec moi alors que les semaines s'accumulaient. Rien de tout cela n'était surprenant. Craig Danton avait dirigé Harwick Distribution de la façon dont un certain genre d'homme dirige les choses lorsqu'il croit que personne doté d'une véritable autorité ne regardera jamais dans sa direction. Des contrats de fournisseurs attribués à des entreprises ayant des structures de propriété intéressantes. Des rapports de conformité en matière de sécurité qui avaient été massés dans la direction de l'acceptabilité. De la documentation sur les blessures qui avaient été retardées, minimisées, ou dans 3 cas, pas déposées du tout. Des règlements des ressources humaines, 4 d'entre eux en 5 ans, qui avaient été enterrés dans les lignes de dépenses opérationnelles sans divulgation au conseil d'administration. Des structures de primes pour les cadres qui avaient été discrètement ajustées à la hausse, tandis que les demandes de budget de l'entrepôt, y compris la demande de 3 ans de pète accre pour des harnais de sécurité de remplacement, avaient été refusées. J'ai pensé à pète quand j'ai lu cela. 6 ans à travailler aux côtés de cet homme. 6 ans à le regarder faire son travail avec ce genre de compétences tranquilles qui ne se remarquent jamais parce qu'elle ne faiblit jamais. 3 ans de demandes soumises pour des équipements de sécurité de base refusés à chaque fois sans explication, pendant que la ligne des primes pour les cadres augmentait de 11% par an. Ça, c'est personnel. Craig, ça spécifiquement. Sandra a appelé un jeudi soir de la semaine 4. J'étais à la table de la cuisine avec des documents d'audit étalés sur la moitié de la surface. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Franck. Sa voix avait une qualité prudente. Mesurée. Elle avait réfléchi à ce qu'elle allait dire. Je voulais vérifier que tu allais bien. Je vais bien, Sandra. Je sais que les choses se sont passées vite et je eus une pause. Je ne voulais pas être cruel. Elle ne voulait pas être cruelle. Elle l'avait amené sur mon lieu de travail. Je vais sincèrement bien, ai-je dit. Comment vas-tu? Elle semblait non préparée à la question. Il y a eu un bref silence pendant lequel je l'ai entendu recalibrer. Je vais bien. Les choses vont bien. J'en suis ravi. Es-tu toujours à la maison? Pour le moment. Plus long cette fois-ci. Tu sembles différent. Ah bon? Calme. Avant, tu portais toujours. Tu portais toujours un fardeau. Tu sembles plus léger. Je suis plus léger, ou je le serai. Donne-moi 60 jours. J'ai eu du temps pour réfléchir. C'est tout. Elle a dit qu'elle demanderait à son avocat de me contacter à propos de la maison. J'ai dit que c'était très bien. Je lui ai souhaité le meilleur et je le pensais, sans aucune chaleur. Et j'ai raccroché le téléphone et je suis retourné au document d'audit. Avant que je ne vous dise ce qui s'est passé dans cette salle du conseil,
laissez un commentaire tout de suite et dites-moi ce que vous auriez fait avec 63%. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le parce que c'est ici que tout change. À la semaine 7, le tableau était complet. Gérald a présenté les conclusions lors d'une réunion de 3 heures à laquelle j'ai assisté dans la même salle de conférence où j'avais appris l'existence de l'héritage, sauf que cette fois, je me suis assis en bout de table plutôt qu'à mi-chemin. 12 catégories de préoccupations documentées. 11 déclarations sous serment d'employés actuels et anciens qui attendaient que quelqu'un ayant une véritable autorité regarde enfin dans leur direction. Le risque civil est important, a déclaré Gérald. Un renvoi pénal est possible pour les violations de l'administration de la sécurité et de la santé au travail, selon la discrétion du procureur. Les irrégularités financières sont documentées et prouvables. Les accords de harcèlement représentent une responsabilité distincte. Quelle est sa position, ai-je demandé. Gérald a réfléchi. Il est confiant. Il n'a aucune raison de ne pas l'être. Pour autant qu'il sache, la structure de propriété n'a pas changé, et il s'agit d'une révision trimestrielle de routine. Assurez-vous que cela reste ainsi. J'ai redressé le dossier devant moi. Je veux que la réunion du conseil d'administration soit programmée comme une transition de propriété et une révision stratégique. Un langage standard. Rien dans la vie qui ne modifie sa préparation. Compris. Et Gérald, je l'ai regardé directement. Je veux que le bon de commande des harnais de sécurité pour l'entrepôt soit approuvé avant la réunion. Sur les comptes de la succession si nécessaire. Ils attendent depuis 3 ans un équipement de base. Gérald a écrit quelque chose sur son bloc-notes juridique. Il ne l'a pas commenté. C'était l'une des choses que j'appréciais chez lui. Il ne faisait pas de commentaires personnels. J'ai conduit jusqu'à la maison de Pet ce soir-là. Il vivait à 12 minutes de chez moi à Cheviot dans une maison de plain-pied avec un panier de basket dans l'allée que son plus jeune enfant avait dépassé mais que personne n'avait pris le temps de démonter. J'ai frappé à la porte à 7.15. Il a répondu dans un sweatshirt des Bengales, tenant une bière, me regardant avec cette façon dont on regarde quelqu'un qui s'est présenté à l'improviste mais qui n'est pas le malvenu. Franck. Il a reculé pour me laisser entrer. Que se passe-t-il? Je dois te dire quelque chose. Sa femme, Carole, a apporté du café sans qu'on le lui demande, puis a quitté discrètement la pièce avec la grâce particulière d'une femme qui comprend quand son mari a besoin d'espace. J'ai tout raconté à Pet. Pas tout, pas les chiffres spécifiques, pas l'ampleur totale de ce dont j'avais hérité, mais assez. Assez pour qu'il comprenne que sa demande de harnais de sécurité avait été trouvée, documentée et approuvée. Assez pour qu'il comprenne que les choses chez Harwick étaient sur le point de changer de manière qu'il ne pouvait pas encore voir, mais en lesquelles il pouvait avoir confiance. Il est resté silencieux pendant un long moment. « Tu es en train de me dire, a-t-il dit lentement, que ton oncle t'a laissé l'entreprise? La société mère? Oui. Et Craig? Pet a regardé sa tasse de café, puis m'a regardé à nouveau. Quand? Dans 3 jours. Il a hoché la tête une fois. Le genre de hochement de tête qui ne nécessite aucun ajout. Les harnais, a-t-il dit. Déjà commandé. Il a expiré par le nez. Quelque chose qui n'était pas tout à fait un rire. 3 ans, Franck. Je sais. 3 ans de paperasse, et il n'arrêtait pas de parler du budget. Je sais. Nous sommes restés assis dans le calme un instant. Dehors, une voiture est passée dans la rue. Le panier de basket a légèrement oscillé dans le vent. Tu ne vas rien faire de bruyant là-dedans, a dit Pet. Ce n'était pas une question. Non. Il a de nouveau hoché la tête. Bien. Les hommes comme Craig, ils veulent du bruit. Ils savent comment gérer le bruit. Il m'a regardé fixement. Le silence est ce qui les effraie. Je suis rentré chez moi par les rues de Cincinnati à 8h00 du soir. C'était novembre maintenant. Les arbres étaient dépouillés et la ville était éclairée d'une lumière ambrée dans la pénombre précoce. Il me restait 2 jours. J'ai repassé mon costume, pas mes vêtements de travail. Le costume gris que j'avais acheté il y a 6 ans pour le baptême de Kevin Acre et que j'avais porté 2 fois depuis. Une fois pour des funérailles et une fois pour un dîner de charité auquel Sandra avait voulu assister. Je l'avais fait nettoyer et repasser au pressing sur l'avenue Harrison, je l'avais récupéré cet après-midi-là et je l'avais accroché à l'arrière de la porte de la chambre.
Et je l'ai regardé un moment avant d'éteindre les lumières. Demain. J'ai mieux dormi que je n'en avais le droit. Il pleuvait le matin de la réunion du conseil d'administration, pas une pluie douce, cette pluie battante particulière de novembre qui vient du lac Erie et descend à travers l'Ohio avec l'intention spécifique de rendre tout gris et honnête. Le genre de temps qui vous dépouille de la version de vous-même que vous entretenez et ne laisse que ce qui se trouve réellement en dessous. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain à 6h15 du matin et j'ai regardé le visage d'un homme qui avait travaillé 11 ans dans un entrepôt et passé 90 jours à se préparer à entrer dans une pièce où il avait parfaitement le droit d'entrer. Et j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom précis. Pas de l'excitation, pas de la colère, quelque chose de plus calme et de plus complet que les deux. L'immobilité interne spécifique qui survient lorsque vous avez fini de vous préparer et que la seule chose qu'il vous reste à faire est de commencer. J'ai mis le costume gris. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. J'ai trouvé à me garer sur la 4e rue et j'ai marché les 2 pâtés de maison jusqu'au bureau de l'entreprise Harwick Group Holdings sous la pluie, sans parapluie, car je n'avais pas pensé à en apporter un et je n'allais pas faire demi-tour pour aller en chercher un. Je suis arrivé à l'entrée principale avec les épaules humides et les mains complètement sèches, ce qui semblait juste. Le gardien de sécurité du hall a vérifié mon nom sur une liste et l'a trouvé. Imprimé tout en haut, sous la date et le titre de la réunion, transition de propriété et révision stratégique. Il m'a délivré un badge de visiteur, puis l'a regardé de nouveau, puis a regardé mon nom de nouveau, et quelque chose a changé dans son expression. Pas exactement de la reconnaissance, plutôt la conscience naissante que le mot sur le badge, le titre de la réunion et l'étage vers lequel il m'envoyait s'additionnaient pour former quelque chose sur lequel il n'avait pas été briefé. Bonjour, lui ai-je dit. Passez une bonne journée. La salle de réunion se trouvait à l'étage 18. Des murs de verre sur 2 côtés, des vues de la ville partiellement obscurcies par la pluie, une longue table polie avec 12 sièges autour, et des chaises supplémentaires le long du mur pour le personnel de soutien. Des cadres, des assistants, des conseillers juridiques qui assistaient parce que leur présence était attendue plutôt que requise. Des verres d'eau à chaque siège. Personne n'avait encore touché le sien. J'étais le dernier à arriver. Je n'ai pas marché vite. Je ne me suis pas annoncé depuis l'embrasure de la porte. Je suis simplement entré dans la pièce comme on entre dans une pièce qui nous appartient, avec la certitude sans hâte d'un homme qui n'essaie pas de faire une entrée remarquée parce qu'il n'en a pas besoin. J'ai vu Craig avant qu'il ne me voie. Il était assis à peu près aux 2/3 de la table, son téléphone face vers le bas devant lui, sa veste drapée avec une désinvolture délibérée sur le dossier de sa chaise. Il parlait au cadre à sa gauche, quelque chose à voix basse et confiant. Tout ce que les cadres se disent avant le début des réunions, les petites performances d'autorité. Sa posture disait « J'appartiens à cet endroit ». Son expression disait « C'est la routine ». Puis sa vision périphérique m'a capté. Il s'est retourné. La reconnaissance complète a pris environ 2 secondes. D'abord, le coup d'œil, le balayage automatique et méprisant qu'il accordait à tous ceux qui passaient une porte, le raccourci neuronal d'un homme qui avait depuis longtemps trié le monde en personne digne de son attention et en personne qui ne l'était pas. Puis la correction, le deuxième regard qui n'en était pas tout à fait un. Le recalibrage d'une fraction de seconde où son cerveau s'est dit, c'est le superviseur de l'entrepôt. Pourquoi est-il? Et puis plus loin encore, pourquoi porte-t-il un costume? Pourquoi Gérald Marsh se tient-il derrière lui? Pourquoi marche-t-il vers le bout de la table? La couleur de son visage a changé. Pas de façon spectaculaire, juste un changement subtil, comme si une source de lumière avait été ajustée quelque part. Gérald a fermé la porte. Mesdames et messieurs, a dit Gérald avec la cadence mesurée particulière d'un homme qui a passé 40 ans à faire des déclarations conséquentes dans des salles formelles. Merci d'être venu ce matin. Je voudrais présenter officiellement Frank Raymond Holloway, héritier unique de la succession de Raymond Dahl Holloway et actionnaire majoritaire de Harwick Group Holdings. Une brève pause. À compter d'aujourd'hui, votre nouveau président. Le silence qui a suivi n'était pas un silence poli. C'était le silence spécifique d'une pièce pleine de gens qui traitaient tous individuellement la même information, arrivaient à la même conclusion, et essayaient de déterminer si leur visage laissait transparaître quoi que ce soit. Craig a reculé sa chaise. Pas jusqu'au bout, juste assez pour indiquer l'impulsion. Ce n'est pas possible. Sa voix était égale, mais je pouvais entendre sa fondation trembler. Il travaille pour moi. C'est un superviseur d'entrepôt.
Je travaillais pour toi, ai-je dit, en marchant vers le bout de la table. Je t'en prie, assieds-toi, Craig. Il s'est assis lentement, de la manière dont un homme s'assoit lorsque s'asseoir est la seule option qui lui reste, et qu'il le sait. Je me suis installé dans la chaise en bout de table. J'ai ouvert le dossier que Gérald y avait placé. J'ai pris un moment, pas pour faire de l'effet, sincèrement, pour regarder autour de la pièce les 12 membres du conseil d'administration, l'équipe de direction réunie, les assistants près du mur du fond, et tous les verres d'eau intacts. Et j'ai pensé à une salle de pause un lundi après-midi et à 4 € dans un distributeur automatique qui n'avait rien rendu. C'est parti. Au cours des 90 derniers jours, ai-je dit, j'ai autorisé un audit interne complet de chaque division opérationnelle de Harwick Group Holdings. Je veux être direct sur ce que nous avons trouvé parce que je pense que la franchise est la seule chose qui serve tout le monde dans cette pièce. J'ai cliqué sur la télécommande. La première diapositive est apparue sur l'écran au fond de la pièce. Harwick Distribution, la filiale opérationnelle que la plupart d'entre vous connaissent le mieux, est de loin l'entité la plus compromise de ce portefeuille. La première diapositive portait sur les contrats avec les fournisseurs, avec des graphiques nets, des chiffres spécifiques, et des pistes de propriété documentées jusqu'à leur conclusion. Je l'ai parcouru sans faire de commentaires personnels. Les faits avaient leur propre dynamique si on leur laissait l'espace pour se mouvoir. La deuxième diapositive concernait la conformité en matière de sécurité, la documentation de l'administration de la sécurité et de la santé au travail, les 3 incidents de blessures qui n'avaient pas été correctement signalés. Et la chronologie de ces incidents par rapport à la chronologie des ajustements des primes des cadres. À la 3e diapositive, personne dans la pièce ne se comportait plus normalement. La mâchoire de Craig était serrée. Il faisait des calculs derrière ses yeux. Je pouvais le voir. L'évaluation interne rapide de ce que j'avais, de ce que je pouvais prouver, de quelles étaient ses options de sortie. Il avait le regard d'un homme qui n'avait jamais sincèrement cru que ce jour était possible, et qui devait maintenant intégrer son arrivée en temps réel. Ces chiffres sont présentés de manière inexacte, a-t-il dit sèchement pendant la 3e diapositive. Vous ne comprenez pas la complexité opérationnelle. J'en comprends assez, ai-je dit sans élever la voix, pour savoir que tu as approuvé un ajustement de rémunération personnelle de 42 000 € 11 jours après avoir refusé une commande de harnais de sécurité de remplacement pour l'équipe de l'entrepôt. Une commande de harnais qui avait été soumise chaque année pendant 3 années consécutives. J'ai laissé planer cela un instant. Petacre a soumis cette demande pour la première fois en octobre 2021. Tu l'as refusé à chaque fois en invoquant un problème de budget. La pièce était complètement immobile. J'ai continué. Des témoignages sous serment de 6 anciens employés. Des relevés bancaires, des traces de contrats avec des conflits d'intérêts documentés, des mémos de suppression des ressources humaines. Des mémos réels rédigés depuis le propre compte email de Craig conseillant le directeur des ressources humaines sur la manière de minimiser l'empreinte de 3 accords de règlement distincts, des noms, des dates, des montants en euros, des signatures. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Des preuves correctement organisées et patiemment délivrées n'ont pas besoin de volume. Quand j'ai fermé le dernier dossier, la pièce semblait différente de ce qu'elle était quand je l'avais ouvert. Comme si quelque chose de structurel avait bougé et que tout le monde recalibrait discrètement le poids qu'il lui faisait confiance pour supporter. Craig, je l'ai regardé directement. Ton emploi chez Harwick Group Holdings est résilié avec effet immédiat pour faute. Tu es interdit de séjour dans tous les locaux de l'entreprise. Tes identifiants d'accès seront révoqués à la clôture de cette réunion. L'indemnité de licenciement est refusée conformément aux dispositions pour faute de ton contrat de travail, et cette affaire est renvoyée à notre conseiller juridique pour l'évaluation de la responsabilité civile et potentiellement pénale. Il s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière et heurté le mur. C'est personnel. Sa voix avait perdu son ton de direction. Ce n'était plus qu'une voix maintenant. Il s'agit de ta femme. C'est de la vengeance. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. C'est à cela que ressemble la responsabilité quand la bonne personne a enfin l'autorité de l'exiger. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte. La sécurité est à l'extérieur. Il est parti, sans élégance, mais il est parti. La réunion du conseil d'administration s'est conclue 90 minutes plus tard par une résolution unanime officialisant la transition de propriété et autorisant un examen opérationnel complet de toutes les filiales de Harwick. Gérald a géré les éléments procéduraux avec l'efficacité de quelqu'un qui s'était préparé à toute éventualité.
Je suis descendu par l'ascenseur seul. Le hall était silencieux. La pluie s'était arrêtée à un moment donné pendant la réunion. Je n'avais pas remarqué quand. La ville à l'extérieur des portes vitrées était humide et propre, et vaquait à ses occupations avec une indifférence totale à tout ce qui venait de se passer à l'étage 18. Je suis sorti par l'entrée principale. Sandra a appelé à 11h40. J'étais dans le bureau de Gérald, en train d'examiner les priorités opérationnelles immédiates, lorsque mon téléphone s'est allumé sur la table. J'ai regardé son nom un instant. Puis j'ai décroché. Pas de salutation, juste une respiration saccadée. Que as-tu fait? Mon travail. Ne fais pas ça. Craig m'a appelé. Il a dit que tu l'avais fait escorter vers la sortie. Il a dit que tu l'avais humilié devant tout le conseil d'administration. Sa voix montait. Frank, que se passe-t-il? Craig a été licencié pour faute, ai-je dit. C'est documenté. Cela faisait longtemps que ça devait arriver. C'est à cause de moi. Ce n'est pas une question, Sandra. J'ai gardé ma voix égale. Craig Danton a approuvé des primes personnelles tout en refusant des équipements de sécurité aux travailleurs de l'entrepôt qui avaient soumis des demandes pendant 3 années consécutives. Il a enterré des règlements de harcèlement. Il a manipulé des contrats de fournisseurs à des fins personnelles. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées parce que tu m'as quitté. Ce sont des choses qui se sont produites pendant que quelqu'un ayant l'autorité de les arrêter regardait dans l'autre direction. J'ai fait une pause. Le fait que tu me quittes a simplement clarifié qui je regardais. Un silence assez long pour que je pense qu'elle avait peut-être raccroché. Tu possèdes l'entreprise. Sa voix avait changé. L'accusation s'en était écoulée pour laisser quelque chose de brut en dessous. La société mère? Oui. Depuis combien de temps as-tu? 3 mois. Un autre silence. Tu aurais pu nous prévenir. Plus doucement maintenant, toujours nous. Même maintenant, debout dans les décombres de tout, elle parlait encore au pluriel en incluant un homme qui faisait actuellement l'objet d'un examen juridique pour fraude. Je devais aux employés un processus équitable, ai-je dit. Je devais à l'entreprise son intégrité. Je ne devais à aucun de vous deux quoi que ce soit que je n'étais pas légalement tenu de fournir. Elle n'a pas répondu. J'ai entendu sa respiration changer. Puis l'appel s'est terminé. Les mois qui ont suivi se sont déroulés au rythme sans hâte des conséquences. Sans le salaire de Craig et l'infrastructure qu'il soutenait, le style de vie que Sandra et lui avaient construit ensemble a commencé sa contraction silencieuse presque immédiatement. L'hypothèque sur la maison qu'ils avaient louée est devenue difficile à payer en moins de 6 semaines. Les poursuites civiles d'anciens employés, une fois qu'il est devenu clair que Craig n'avait plus de protection institutionnelle, ont commencé à arriver avec régularité. Ses contacts dans l'industrie sont devenus silencieux. Les hommes comme Craig cultivent une loyauté basée sur la proximité du pouvoir. Et une fois que le pouvoir a disparu, la loyauté a tendance à revoir sa position. J'ai appris par Petacre que les harnais de sécurité de remplacement étaient arrivés à l'entrepôt la semaine suivant la réunion du conseil d'administration. Il m'a envoyé un message texte avec une photo d'eux empilés dans la salle d'équipement. 14, propre, orange, et complètement banal, comme devrait l'être un équipement de sécurité de base. Cette photo est restée dans mon téléphone plus longtemps que n'importe quoi d'autre de cette période. Sandra a appelé une fois de plus, environ 6 semaines après la réunion du conseil d'administration. J'étais assis sous le porche couvert de la maison de l'avenue Glenway, buvant du café en début de soirée, regardant le quartier faire les gestes habituels d'un mardi de décembre. Elle a appelé et j'ai décroché parce qu'il n'y avait plus rien que cet appel puisse me faire. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit doucement, sans la qualité préparée des appels précédents. Juste l'honnêteté épuisée de quelqu'un qui avait épuisé toutes les explications alternatives. J'ai laissé le silence s'installer entre nous pendant un moment. Certaines choses méritent de la place. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit. Tu as fait un choix. Tout ce qui a suivi n'est que la forme qu'a prise ce choix. Elle n'a pas répondu. J'ai entendu sa respiration, puis plus rien. J'ai posé le téléphone sur la coudoir de la chaise du porche et j'ai regardé une voiture s'engager dans une allée 3 maisons plus loin. Une femme est sortie avec des sacs de course. Un chien est apparu à la porte d'entrée. Une soirée de mardi ordinaire dans une rue ordinaire. C'est à cela que ressemble l'autre côté de l'histoire. Pas le triomphe,
juste un mardi. J'ai réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un d'autre dans cette salle de pause, debout devant la machine qui vient de prendre son argent et de ne rien lui rendre. Regardant la porte s'ouvrir et la vie qu'il pensait avoir entrée, portant des chaussures qu'ils ne reconnaissent pas. Voici ce que je leur dirais. La chose qui m'a presque détruit n'était pas le divorce. Ce n'était pas Craig debout dans cette embrasure de porte. Ce n'était pas les 11 années d'heures supplémentaires, de patience et de report stratégique que personne au-dessus de moi n'avait jamais remarqué ni récompensé. C'était l'histoire que je m'étais racontée sur ce que ces choses signifiaient. Que le silence équivaut à l'invisibilité. Que la patience équivaut à l'impuissance. Que l'homme qui ne fait pas de bruit dans une salle de pause n'a plus rien à dire. Cette histoire était fausse. Le pouvoir n'est pas une question de volume sonore. Ce n'est pas l'homme dans la veste chère debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et l'expression répétée. Le vrai pouvoir, le genre durable, celui qui ne nécessite pas de public, c'est la capacité d'attendre que la pièce soit prête, puis de marcher jusqu'au bout de la table sans ralentir le pas. Je ne suis pas devenu puissant quand j'ai signé ces documents d'héritage. Je suis devenu puissant quand j'ai décidé, debout sur ce parking avec 11 minutes sur l'horloge du tableau de bord et plus rien à perdre, que je n'allais pas répondre à cette salle de pause par du bruit. Ce que Craig Danton n'a jamais compris à propos des hommes comme moi, des hommes qui font des services de 9 heures avec des bottes à embout d'acier, qui traitent des rapports d'inventaire équipés pour des sandwichs à 4 € dans des machines qui volent leur argent. C'est que nous ne sommes pas invisibles parce que nous sommes impuissants. Nous sommes invisibles parce que nous sommes patients. Et la patience, quand elle se met finalement en mouvement, ne s'annonce pas. Elle se présente simplement en bout de table, déjà assise, déjà décidée, se demandant calmement pourquoi il a fallu autant de temps aux autres pour la rattraper. Sandra m'a remis les papiers du divorce comme si j'étais la fin de quelque chose. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle les avait remis à un homme qui possédait déjà tout ce vers quoi elle pensait courir. Elle a fini par le découvrir. À ce moment-là, j'étais déjà ailleurs.